Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact avec un grand entretien aujourd'hui. Christophe Bourret, le président du groupe Matmut. L'entreprise vit une date importante de son histoire en dévoilant sa raison d'être. Comment a-t-elle été définie? Quelles sont les transitions de la société française dont ce géant de l'assurance doit tenir compte? Les dérèglements climatiques mettent-ils en péril le modèle assurantiel? On en parle en longueur juste après ces titres. Et puis évidemment, on n'oublie pas Smart Ideas. Vous découvrirez Printer EA, c'est une entreprise de reconditionnement d'imprimantes qui a fait de l'inclusion un axe majeur. Elle emploie plus de 80% de travailleurs handicapés. Ce sera tout à l'heure dans une vingtaine de minutes puisque c'est tout de suite le grand entretien de Smart Impact avec la Matmut. Bonjour Christophe Bourret, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le président du groupe Matmut. Je disais en titre géant de l'assurance. Je vais donner quelques chiffres pour qu'on en prenne quand même conscience. C'est 6400 collaborateurs, chiffre d'affaires 2020 2,29 milliards d'euros, plus de 4 millions de sociétaires, 7,6 millions de contrats d'assurance gérés. Je commence par le modèle, tiens, c'est un modèle mutualiste. On l'entend souvent ce mot, mais il faut peut-être rappeler ce que ça signifie. Oui, vous avez raison. Eh ben, une mutuelle a une particularité très forte, c'est qu'elle appartient à ses sociétaires. Donc, les actionnaires, les propriétaires de l'institution sont tous nos clients. Alors, évidemment, vous imaginez bien qu'on ne pourrait pas réunir 4 millions de personnes pour prendre des décisions en Assemblée générale. Oui. Donc, il y a une gouvernance qui est très organisée. Donc, il y a des élections dans toutes les régions qui désignent des délégués des sociétaires qui, ceux-là, représentent les sociétaires à travers toutes nos régions. Et dans ces délégués des sociétaires, on nomme un conseil d'administration dont je suis le président, mais je suis le dernier maillon qui représente les 4 millions de sociétaires. Et c'est ça la grande différence avec une société de type capitaliste classique, des actions, un conseil d'administration, certes des actionnaires qui peuvent venir en assemblée générale, mais ils ne sont pas à ce point propriétaires de leur société. Est-ce que ce modèle, j'imagine évidemment que oui, a guidé votre démarche, a finalement influencé sur la démarche de définition de la raison d'être? Qu'est-ce que ça change de définir une raison d'être quand on a ce modèle-là, quoi? Alors, c'est une très bonne question. En fait, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais on n'a pas attendu 60 ans pour avoir une raison d'être. Et en fait, la raison d'être de la Matmut, c'était celle du mouvement mutualiste. La base, justement, amener des produits à tout le monde, avec pour les mutuelles d'assurance, des mutuelles sans intermédiaire, pas de courtage, essayer d'avoir des produits au plus près des gens. Et quand ces mutuelles ont été créées, dont la Matmut, la raison d'être, elle était collective. C'était le mouvement, la solidarité, la justice sociale. C'est toutes ces valeurs, toute l'ADN des mutuelles qui accompagnaient l'ensemble de ce groupe d'institutions. Et avec le temps, vous avez dit, on n'est pas un géant de l'assurance, mais on est devenu une marque de l'assurance française. Toutes ces mutuelles ont eu des chemins, des destins différents. Et tout ce qu'elles faisaient ensemble, elles ont commencé à le faire individuellement. Elles se sont regroupées, ont formé de gros groupes d'assurance qui ont pu, ou non, pas pu garder l'ADN mutualiste. Donc nous, on a considéré, puisqu'on n'a pas changé depuis 60 ans, mais par contre, je pense qu'on n'a jamais été aussi moderne par rapport aux besoins de la société, que d'affirmer une raison d'être maintenant, c'était pas dire oui, on est la énième raison d'être qui sort d'une société, c'était réaffirmer notre positionnement mutualiste dans l'environnement actuel. Alors cette raison d'être, nous assurons, nous accompagnons, nous protégeons, nous nous engageons. C'est notre raison d'agir au quotidien pour aider chacun à construire et rêver demain. Alors évidemment, le rêver demain, ça, c'est sûr. Vous vous doutiez que la question serait là-dessus, parce que c'est ce qui surprend un peu quand on découvre cette raison d'être. Pourquoi est-ce qu'il faut rêver le futur ? Alors, je pense que je le ferais à l'inverse. Je dirais que sans rêve, c'est difficile d'imaginer le futur. Et on s'est dit, quand on a eu l'ensemble des résultats de notre grande consultation, qu'il était important que nous soyons dans l'action. Donc, raison d'être pour nous est égale à la raison d'agir. Qu'elle soit à la première personne du pluriel, parce qu'on est ensemble pour le faire. Et qu'en fait, vous l'avez dit, notre métier, c'est d'assurer. Et que si on était capable, à travers la révélation de cette raison d'être, d'apporter à nos sociétaires le confort que doit apporter un assureur
pour que justement ils se sentent dégagés de risques potentiels pour pouvoir se projeter, on l'aidait à rêver demain et surtout à construire ses rêves de demain. C'est comme ça qu'on a fini par se rêver demain. Ouais, donc il faut se projeter dans l'avenir, quoi. Ça vous semble être une des missions d'un groupe comme le vôtre? Alors c'est l'une des missions, mais c'est notre mission collective. Notre mission collective. Aujourd'hui, alors j'ai regardé, on a fêté nos 60 ans, donc j'ai regardé mes prédécesseurs, et en fait, on parle des grandes transitions énergétiques, écologiques aujourd'hui. Elles sont réelles, tout est la digitalisation de l'économie, tout est réel. Mais pendant 60 ans, il y a eu un perpétuel mouvement. Il y en a eu d'autres, des mutations. Voilà. Et donc, on est toujours obligé, nous, de se projeter pour accompagner ces grandes transitions. Alors, vous l'avez évoqué, mais pour définir cette raison d'être, vous avez scruté les préoccupations de vos sociétaires, un baromètre qui a été réalisé par Opinionway, qui était révélé d'ailleurs en juin dernier, et 135 000 participants, près de 88 000 ayant répondu à l'intégralité du questionnaire. Donc ça vous a surpris, j'imagine. Mais alors, quand je me suis mis à votre place, comment faire la synthèse, quoi, quand on reçoit une telle masse de réactions, d'informations, parfois de tripes, parce que j'imagine qu'il y a des choses très personnelles. Alors c'est très juste, et heureusement que nous étions accompagnés. Oui. Nous n'avions pas fait ça de l'intérieur parce qu'on n'aurait pas pu traiter l'ensemble de l'information. Oui, on est largement au-dessus de ce qu'on escomptait. Et on a eu, en fait, je pense que le contexte dans lequel nous vivons depuis maintenant 18 mois, et j'espère dont nous allons sortir très 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 prochainement, en tout cas c'est bien parti, a fait que les gens ont besoin de s'exprimer. Et comme cette grande consultation avait pour objectif aussi d'évoquer les grands sujets sociétaux et de faire, selon la méthode de l'entonnoir bien connue, de descendre vers nous et vers notre métier derrière, on a eu une expression qui a été vraiment très très forte des gens sur les grands sujets sociétaux qui aujourd'hui les préoccupent énormément. Et c'est ce qui nous... Il fallait absolument que ça sorte. Et alors donc je reviens à la question sur la synthèse. C'est-à-dire il y a des lignes de force qui sont ressorties, des thèmes communs, c'est ça? Oui, on ne pourra pas évidemment balayer toutes les questions qui ont été posées à nos sociétaires, à nos actionnaires, à nos délégués des sociétaires et même à nos salariés. Mais ce qui est ressorti, c'est que, et je vous remercie de parler de cette synthèse, c'est que le fait que nous ayons fait cette consultation pendant la crise Covid est très positive, parce qu'elle est révélatrice. On exprime son stress, on exprime même sa pensée un peu profonde. Et on s'est rendu compte, donc les 4 éléments majeurs, c'est quoi? La santé. Logique, contexte, mais la santé sous tous ses aspects. C'est l'accès aux soins, c'est la capacité à y répondre rapidement, de ne pas se retrouver dans des domaines de saturation comme on l'a vécu avec les hôpitaux, la recherche. Donc c'est une préoccupation première, et d'être accompagné dans ce domaine qu'est la santé avec des produits de plus en plus sophistiqués. Je crois que c'est une attente profonde. D'ailleurs, en passant, vous voyez, nous, en décembre 2020, si vous étiez sociétaire de notre mutuelle de santé, on a apporté en plus, pas de changement tarifaire, par exemple, des soins psychologiques à l'ensemble des jeunes qui en avaient besoin. Imaginez, on a eu, je ne veux pas dire de bêtises, mais 13 000 consultations. Vous dire que c'était un besoin. Donc, vous voyez, ça s'est exprimé en synthèse. Le deuxième point, c'est la peur. La peur dans la société du déclassement. Cette crainte, elle était majeure. Avant, et lorsque nous faisions nos études, nous avions une crainte chez les personnes âgées qui rentraient à la retraite, les seniors, du lendemain, et on avait des craintes qui s'exprimaient sur les jeunes qui rentraient dans la société et qui ne savaient pas trop comment ça allait se produire. Et là, en fait, c'est tout confondu. C'est les ados, enfin, c'est les jeunes, c'est les 30-40, c'est les grands-parents, c'est les seniors. Il y a une crainte du déclassement, la peur du lendemain. Je perds mon emploi. Et là, pour le coup, on s'est rendu compte que c'était généralisé à toutes les classes d'âge. Ça, c'est nouveau pour nous. D'accord, donc ça, c'est le deuxième élément. Le deuxième élément. Le troisième? Alors, le troisième élément concerne les données, la protection des données. On a été extrêmement étonnés de voir que ce sont les jeunes qui se sont le plus exprimés sur le sujet. On pensait
par définition, qu'on avait plutôt trouvé une population de personnes âgées qui allait répondre sur ce thème de la donnée. Eh bien, pas du tout. C'est une préoccupation des jeunes, la protection de leurs données, de leur environnement, qui est aussi liée, derrière, tout de suite, à la cybercriminalité, puisque, par définition, les deux sont liés. Et cette crainte, là, elle est vraiment dans nos transitions, de grandes transitions de société, elle est vécue maintenant, toute génération confondue. Et le dernier point, je dirais, c'est sur les solidarités, puisque on ne va pas réinventer la solidarité, vous êtes d'accord ? Mais on sent bien qu'il y a des attentes un peu nouvelles. Vous voyez, et c'est encore aussi une transition là plutôt, je dirais, liée à l'innovation. C'est toute la technologie pour les handicapés, c'est toute la technologie pour les personnes âgées, prothèses auditives, exosquelettes pour les handicapés des jambes. Et il y a véritablement une attente de la part des gens sur ces nouvelles solidarités. Christophe Bouret, j'avoue, j'ai été surpris de ne pas voir, et là vous venez de faire la liste des éléments saillants, etc., de ne pas voir ressortir les enjeux de climat et de biodiversité. Ils n'ont pas été, j'imagine, gommés, ils sont présents, mais ils étaient moins saillants, moins prioritaires que les autres. Non, mais c'est que c'est totalement consensuel. C'est acquis, c'est rentré, et je crois que c'est le domaine dans lequel on vit déjà. Là, on a eu une détection. Ce que je vous ai donné comme information était de la détection d'éléments pour nous très importants dans la poursuite et la conduite de nos produits, de notre métier. Et même de l'approche qu'on aura vis-à-vis de nos sociétaires. La transition, elle est déjà très ancrée dans tous les esprits. Et c'est vrai que vous voyez on n'a pas eu d'étonnement. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé, mais il y a eu toute une série de questions sur la transition énergétique écologique. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi pas mal d'actions dans ce sens-là au sein de l'entreprise en termes d'RSE. Et on voulait tester, savoir si on était au rendez-vous. Et les gens sont très aguerris à ce sujet-là. Ils sont dedans. Est-ce que ces catastrophes climatiques qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont de plus en plus violentes, est-ce qu'elles remettent en cause le modèle assurantiel ? Est-ce que vous êtes obligé de changer un peu votre logiciel en disant mais on ne va pas pouvoir tout rembourser à terme s'il y a de plus en plus de catastrophes ? Alors, sans rentrer dans le détail, parce que ça serait vraiment trop long, c'est l'élément majeur de la préoccupation d'un assureur, que ce soit la Matmut, que ce soit AXA, que ce soit n'importe quel assureur français ou européen, voire mondial, c'est l'enjeu majeur. 1. 2. On est tous touchés, c'est-à-dire assureurs et réassureurs, puisque vous le savez, dans des accidents de ce type, le risque, pour le coup, s'impacte sur tout le monde, on le partage. Sinon, ça serait la fin. Et oui, il se déforme. Oui, il a un impact sur notre métier. Pour l'instant, on arrive à le contrôler. Mais si vous voulez, en termes de provisions, donc c'est-à-dire à chaque fin d'année, on a des provisions qui sont liées à des éléments qui se sont passés et qui peuvent venir, qui peuvent impacter les comptes de l'année d'après. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le premier élément de nos provisions depuis maintenant 5 ans. Qui augmente parce qu'on subit cette sinistralité. Alors Sarah, jusqu'où ? Là, pour l'instant, on arrive à le contenir dans un produit à prix défini, entre guillemets, mais c'est sûr qu'il aura un impact sur le prix. C'est-à-dire qu'on nous ne sommes pas des magiciens. Bien sûr, c'est logique. Et à un moment, il y aura un impact. Par contre, il y a énormément d'actions de prévention qui doivent se mettre en place et qui commencent aujourd'hui, par exemple, sur zoner les régions qui sont complètement à risque, aider l'ensemble des particuliers lorsqu'ils vont vers l'acquisition d'un terrain ou d'une maison et qu'ils vont vers l'assureur, d'avoir une action préventive en leur disant « Attention, est-ce que vous avez bien vérifié ?» De les accompagner pour être sûr. Et là, on va pouvoir... On n'enlèvera pas, malheureusement, l'ensemble des éléments climatiques, mais on aura prévenu, dans la position que nous sommes d'assureurs, que notre assuré sera le plus protégé à l'endroit où il est, parce que nous l'aurons accompagné. Alors vous voyez, ça c'est quelque chose qui a commencé et va se multiplier. Vous nous l'avez dit, ce baromètre, il a été réalisé, on était en pleine crise Covid, donc forcément les préoccupations sanitaires ont pris une place très, très importante. Là aussi, la question d'assurer un risque comme celui-là, assurer le risque Covid, est-ce que c'est possible ? C'est une bonne question, c'est vraiment une bonne question. Je ne crois pas qu'on puisse assurer un risque systémique.
parce que s'il est systémique, il met en danger un modèle. Ouais. Et là, vous vous êtes rendu compte, comme moi, que le monde a réagi de la même façon, en allant tous dans le même sens. Bien compris, oui. Et je vais essayer de vous donner une métaphore que vous allez comprendre tout de suite. Un risque systémique, ça a été la faillite de Lehman Brothers en 2008. Imaginez qu'il aurait été assuré. Il était inassurable. Et de toutes les façons, si les États n'étaient pas venus au secours de tout le système bancaire, le système dans sa globalité aurait sauté. Et la crise Covid a montré qu'on pouvait instantanément, dans le monde entier, avoir le même problème et arrêter quasiment totalement notre économie. Donc non, je ne pense pas que ça soit assurable. Ouais. Ou en tout cas, si ça l'était, ça ferait sauter le système d'assurance. Oui, donc la réponse, elle est très claire. Je redonne la raison d'être. Nous assurons, nous accompagnons, nous protégeons, nous nous engageons. C'est notre raison d'agir au quotidien pour aider chacun à construire et rêver demain. Au-delà des mots, pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça représente, une raison d'être? Est-ce que c'est une forme d'engagement aussi pour vous, à long terme, hein? Mais cette question était mon vœu. La raison d'être, en fait, bon, vous vous doutez bien qu'on a travaillé on a lu des ouvrages sur la raison d'être, et moi j'ai beaucoup apprécié tout ce que j'ai lu. Par contre, j'ai véritablement retenu un point. C'est d'abord pour les salariés. C'est ce qui fait que le matin, quand vous vous levez, vous allez remplir vos fonctions, vous soyez fiers de savoir pourquoi vous allez travailler. Et le pourquoi vous allez travailler est très important, puisqu'il vous motive et il vous dit, bon, je suis dans une action qui est plutôt valorisante. Et il a pris encore plus, pardon d'ouvrir une parenthèse, encore plus d'importance avec cette crise. Mais on a vu beaucoup de salariés qui ont changé de métier, qui se sont posé la question du pourquoi et qui ont fait un pivot via leur réponse. Le pourquoi est fondamental. Ouais. Et quand vous avez ce pourquoi, et si vous réussissez à les emmener avec vous, ce qu'on a essayé de faire, je crois que ça marche. Mais c'est toute la chaîne de valeur qui s'en trouve grandie. Pourquoi? Parce que le salarié va exercer son métier dans les meilleures conditions possibles, et nos sociétaires vont être accompagnés comme ils ne pourraient pas l'être, parce qu'ils sont justement contents de le faire. Et on aura un identifiant pour nos sociétaires qui dira, tiens, cette institution, enfin, cette mutuelle, oui, ça ressemble vraiment à ce que je voulais. Donc on part des salariés, et on va jusqu'aux sociétaires si on a réussi le chemin du contentement. Ouais. Ce baromètre-là, qui est, je le rappelle, hein, c'est quand même impressionnant, 135 000 participants, 88 000 qui ont répondu à toute l'intégralité du questionnaire. Est-ce que ça, depuis, vous dites, il faut qu'on invente tel ou tel produit d'assurance qu'on n'avait pas dans notre gamme? Est-ce que ça a fait naître comme ça une nouvelle offre, d'une certaine façon? Inventer, peut-être pas. Améliorer, c'est sûr. Puisque tout ce qu'on a détecté, on a parlé des données, cybercriminalité, solidarité nouvelle, je vous ai parlé de l'aide psychologique par exemple, pendant la période Covid, tous nos produits vont être impactés à un moment ou à un autre par l'ensemble des réponses. Par contre, il faut bien le mesurer, bien le peser, et donc la consultation, au-delà de la définition de la raison d'être, a ouvert des groupes de travail qui vont aboutir sur l'ensemble de notre gamme à des évolutions, évidemment en fonction de ce que nous avons détecté. 44% des sociétaires qui ont participé à ce baromètre estiment que le soutien de la Matmut à la recherche scientifique et médicale est essentiel. Oui. Je voudrais faire un focus là-dessus. Je vous explique pourquoi. Il y a quelques jours, à votre place, il y avait Patricia Ricard, qui est la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, et elle appelle justement les grandes entreprises à faire de la philanthropie scientifique. C'est-à-dire, elle dit ce que les fondations, ce qu'elles dépensent pour la culture, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui soutiennent la culture depuis des décennies, il faut qu'elles le fassent aussi pour la science, parce que les chercheurs passent trop de temps à courir après des financements, etc., etc. Est-ce que c'est une piste qui vous parle, ça? Oui, alors tout principalement dans le domaine de la santé. Bien sûr. Oui, mais alors vous voyez par exemple, à travers la grande consultation, on a pu tester un petit peu l'ensemble de nos actions dans ce domaine qui est la recherche, qui est l'aide à tout ce qui peut se faire dans le domaine de la santé. On parlait d'exosquelettes, c'est une fondation qui s'appelle CARPAP que nous soutenons. Nous sommes, entre guillemets, cofinanceurs de l'Institut Montsouris dans le 14e. Il s'appelle l'IMM. Nous avons des participations dans des sociétés de recherche appliquée dans la chirurgie cardiaque.
Nous sommes aussi cofinanceurs d'un centre qui s'appelle La Gabrielle, qui accueille 500 personnes handicapées, tout handicap, Asperger, autistes, trisomie 21. Et vous voyez, on est très présent. Par contre, on ne le faisait pas trop savoir. Parce que c'est dans notre ADN, c'est notre identité de mutualiste, justement, d'avoir l'ensemble de ces actions. Et vous avez raison, il faut le faire savoir et il faut essayer d'emmener les autres avec nous. Par exemple, dans les domaines que je viens de vous citer, on est avec une autre mutuelle qui pourrait être, qui est un concurrent, mais on le fait ensemble. Et il n'y a pas de raison, justement, que dans ces domaines extrêmement pointus, comme la recherche, le soutien d'un hôpital, tout ce qui va avec, on ne puisse pas le faire tous ensemble, justement, pour se substituer quelque part aussi au fait que l'État est un peu moins présent pour soutenir ce type d'établissement ou ce type de recherche appliquée, par exemple. C'est de la philanthropie ou c'est un peu à la marge, quoi. Mais je vais vous dire que, vous savez quoi, je vais vous dire que, vous avez trouvé la réponse un peu basique, mais c'est notre raison d'être. Les mutuelles, c'est ça. Les mutuelles, c'est, on est d'abord, on fait bien notre métier, il faut qu'on ait de la croissance, il faut qu'on soit rentable. Et la chance que nous avons, pour revenir à votre première question, c'est que nous ne distribuons pas de dividendes à des actionnaires. Et donc, l'ensemble de ce que nous pouvons dégager de la réussite de notre métier d'assureur, il faut que nous le déployions intelligemment, tant d'abord pour nos sociétaires et moderniser la maison, et à côté d'aider justement, de suppléer aux attentes qu'il y a dans tous les domaines que sont la santé, la recherche, l'inclusion, tous les domaines que vous évoquez souvent dans votre émission. Ouais. Les valeurs, on va terminer là-dessus, vous les avez évidemment développées, nourries, mais en quoi l'année écoulée finalement, parce que ça a été un processus, c'est un processus très long. Hein. Quasi 2 ans. Quasi 2 ans, donc c'est énorme. Est-ce que ça a fait un peu évoluer les valeurs que vous voulez partager avec vos salariés et avec finalement le grand public ? Écoutez, ce sera une très bonne conclusion pour moi. La Matmut a eu 2 présidents, je suis le 3e, et on a distingué 2 grandes phases. Il y a eu la phase, je vous ai dit, de la naissance du mouvement mutualiste, pas besoin d'avoir de raison d'être. On était parti dans un grand mouvement et ça a été la mise en place de la Matmut, mais aussi d'institutions comme la Maïf, la MAF, la Massif. Il y a eu une 2e phase de mon prédécesseur, Daniel Avis, où ça a été la conquête. Ce que vous avez dit, le géant de l'assurance, alors c'est pas géant, mais c'est de faire rentrer la marque Matmut dans le cercle privilégié de l'assurance française. Et la 3e phase, et c'est ça qui nous l'a révélé, c'est qu'il faut que maintenant que nous sommes à cette place, nous revenions à nos valeurs, à notre origine, à notre ADN, et que nous soyons présents sur ce qu'attendent nos sociétaires, c'est-à-dire d'être plus visibles sur ces sujets-là. Nous le faisions, mais on le faisait de façon un peu confidentielle. Et je crois que vous avez raison, ça a poussé toute l'entreprise à se dire, mais non, mais... Enfin, n'ayons pas peur d'afficher ce que nous sommes, ce que nous faisons, où nous le faisons, alors qu'avant on le faisait parce que c'était dans notre ADN, mais de façon un peu confidentielle. Et ça, je crois que ça a été vraiment le révélateur. Merci beaucoup, merci. Christophe Bourret, à bientôt sur Bismart. C'était passionnant. On passe à Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, on découvre ensemble l'entreprise Printer et son directeur Laurent Bethuel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Printer EA pour... Entreprise adaptée. Entreprise adaptée, parce que c'est ça l'élément central de ce qui nous a donné aussi envie de vous donner la parole, c'est vraiment une entreprise inclusive. À quel point ? À quel point 60% de l'effectif sont des personnes en situation de handicap. Donc ça représente une grande majorité de l'effectif. Ouais. Et donc le but d'une entreprise adaptée, c'est d'insérer des personnes en situation de handicap et leur donner un tremplin pour pouvoir s'insérer après dans une entreprise normale, on va dire. Donc ça veut dire que dès la création de l'entreprise, il y avait cet objectif, c'est ça ? Alors non, ça a été fait en 2012. Ouais. L'entreprise a été créée en 2007. Okay. Et en fait, en 2012, on a rencontré un client auquel on essayait de vendre des produits. Il nous a dit, non, moi, je n'achèterai pas vos produits si vous n'êtes pas une entreprise adaptée. Et on ne savait pas ce que c'était. Et il se trouve qu'à l'époque, on achetait des produits d'import, des produits à l'étranger, comme tout le monde. Et puis, on a découvert l'entreprise adaptée. Et puis, à partir de là, ça nous a donné
un peu une trace pour développer un produit durable, c'est-à-dire un produit qui soit à la fois social, donc fabriqué par des travailleurs handicapés, mais aussi écologique, puisque les produits sont collectés partout en France pour être reconditionnés, et économique, parce qu'on est compétitif en termes de prix. Le but, c'était d'avoir ces 3 aspects-là dans le produit. Les 3 piliers dans le produit. Et alors, effectivement, l'aspect recyclable, économie circulaire, c'est évidemment aussi une dimension qu'on traite beaucoup dans cette émission. Donc, vous proposez quoi? C'est quoi les produits que vous êtes venus avec? Alors, je suis venu avec à la fois des cartouches d'encre. Donc ça, c'est les petites cartouches d'encre que les particuliers utilisent chez eux, que tout le monde connaît. Et la boîte qui est un peu plus grosse, ce sont des tonnerres d'impression. Donc c'est ce que les entreprises utilisent pour toutes leurs impressions. Voilà. Et donc ça, c'est reconditionné. Alors ça, c'est reconditionné. C'est reconditionné par nous, en France. Tout le travail est fait chez nous. Il faut savoir ce produit-là, c'est environ 30 minutes de main-d'œuvre. Donc, c'est ultra générateur d'emplois en France. Et il faut savoir que fin des années 2000, il y avait quasiment plus d'usines en France qui fabriquaient ces produits-là. Alors qu'au début des années 2000, il y avait des centaines et des centaines d'emplois qui étaient faits en France sur ce genre de produits. Tout a été délocalisé petit à petit. Et nous, à la fin des années 2000, on s'est dit, tiens, on va essayer de refaire un petit peu cette production en France. Et il se trouve qu'il y avait une attente. Il y avait une vraie attente de produits made in France. Et aujourd'hui, fort de notre succès, le Covid aussi nous a un peu aidé parce qu'a mis en avant le produit made in France. On a doublé l'effectif en quasiment un an. On est passé de 50 à plus de 100 personnes en un an parce qu'il y a une vraie demande de produits made in France, tout en restant compétitif. Si on était 30% au-dessus du marché, personne n'achèterait nos produits. Mais voilà, le produit a un fort intérêt aujourd'hui. Mais c'est facile à reconditionner parce que c'est quoi? C'est tout simple, il suffit de nettoyer et de re-remplir. Est-ce que c'est si simple que ça? Malheureusement, non, c'est extrêmement compliqué. Il faut des machines, il faut des structures, il faut de la formation. Il y a beaucoup de choses qui sont manuelles, comme je vous ai dit, à peu près 30 minutes de main-d'œuvre pour un produit comme celui-ci. Donc c'est extrêmement compliqué. Et on a dû aller chercher justement cette technique qu'il n'y avait plus en France, ou très très peu. On a dû aller la chercher à l'étranger pour pouvoir rapatrier du savoir-faire en France et pour pouvoir réindustrialiser une partie de cette production. L'aspect rentabilité, c'est évidemment quelque chose d'important. Vous êtes une entreprise. On est une entreprise. On est une entreprise, l'aspect rentabilité est nécessaire. Soumise à la concurrence. Soumise à la concurrence internationale. Donc on est obligé d'être compétitif sur le marché et on l'est. Compétitif sur le marché. Mais vous nous l'avez dit, il y a 2 éléments qui vous portent. L'économie circulaire, c'est une valeur en hausse. Le made in France, le fabriqué en France, c'est une valeur en hausse. Ça veut dire que ça vous porte. Il y a une croissance de l'entreprise qui est forte aujourd'hui. Exactement. Alors nous, c'est des valeurs qu'on a depuis longtemps, qu'on a depuis plus de 10 ans. Donc il y a 10 ans, l'entreprise adaptée, les gens ne connaissaient pas. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore trop, mais c'est un peu plus connu. Le reconditionnement, il y a 10 ans, c'était pareil, c'était vraiment les balbutiements. Aujourd'hui, notre produit, c'est vrai, est plus développé. On a un peu d'expérience, on a 10 ans d'expérience derrière nous sur du reconditionnement. Et c'est vrai que aujourd'hui, le succès de la cartouche française, cette marque qui est assez forte aussi, qu'on a copiée sur le slip français évidemment, mais on n'a pas trouvé plus simple. Donc voilà, la cartouche française, on comprend que c'est une cartouche qui est faite en France, qui est collectée en France, reconditionnée en France, triée en France, tout est fait en France, tout est fait chez nous. Merci beaucoup, merci Laurent Bethuel. Bon vent à Printer EA. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain sur Bismart. On est présent sur les box, sur bismart.fr. Bref, vous allez nous trouver, c'est sûr. Salut.